Bonjour à toutes et à tous. Lors de cette nouvelle vidéo, je vais revenir sur un des thèmes que j'avais annoncé dans la vidéo introductive. Et d'ailleurs, je ne saurais trop vous conseiller de visionner la vidéo Démographie et l'impasse évolutive sur YouTube avant celle-ci, si vous ne l'avez pas déjà fait. La Corée du Sud. Quelle idée! Pourquoi parler de la Corée du Sud? En fait, j'ai choisi ce pays car je me lance dans le reportage sportif. Je vais donc vous commenter un match en quasi-direct, mais ce ne sera pas le remake du France-Corée du Sud de foot féminin de la dernière Coupe du Monde. Je vais vous commenter un nouveau match à l'issue pleine de suspense. Mais avant le coup d'envoi, quelques mots sur ce pays, notre concurrent d'un soir. En fait, la Corée du Sud, pas la Corée du Nord évidemment, évitons les polémiques s'il vous plaît, est le pays démocratique ayant le plus faible taux de natalité au monde. Depuis environ 20 ans, son taux de fertilité est de l'ordre de 1,2 enfants par femme et celui-ci vient même de passer depuis 2018 en dessous de 1. Autant dire que le renouvellement des générations n'est momentanément plus assuré. À écouter tous nos économistes et les tenants des politiques natalistes, nous aurions dû assister à un effondrement économique, social et pourquoi pas, pendant qu'on y est, à une faillite morale de la République de Corée du fait du vieillissement de sa population. Qu'en est-il en réalité si nous regardons les faits, loin des fantasmes catastrophistes et des idéologies rétrogrades? Pour examiner la réalité, nous allons chercher toutes nos informations quantitatives dans la base de données socio-économiques la plus complète au monde, celle de la Banque mondiale. Oui, la Banque mondiale, car je ne veux pas être taxé de partialité en recherchant des données parmi les amis de la décroissance démographique. J'utilise les chiffres publiés par une organisation internationale qui n'a aucun intérêt particulier à faire la promotion de la décroissance. Les résultats seront, je l'espère, d'autant plus probants. La première question à se poser, avant le coup d'envoi, est la suivante. Ces deux pays, France et Corée, sont-ils comparables politiquement, socialement et économiquement? Bref, ne va-t-on pas comparer des choux et des carottes, comme on dit souvent? Les deux pays sont classés par l'ONU parmi les pays à haut revenu et leurs systèmes démocratiques ne sont pas très éloignés. En effet, politiquement, la Corée du Sud est dirigée par un président de la République, élu au suffrage universel. Ce président nomme le Premier ministre. Vous ne devriez donc pas être dépaysé par ce régime présidentiel. Le pays est doté d'un parlement unique. Pas de Sénat, petite différence avec nous, j'en conviens. Ce parlement, l'Assemblée nationale, est composé de 300 sièges pourvus pour 4 ans. Sur ce total de 300 sièges, 253 sont pourvus au scrutin uninominal majoritaire par autant de circonscriptions. Les 47 sièges restants sont pourvus au scrutin proportionnel sur des listes nationales fermées. La correspondance avec nos débats franco-français devrait vous parler, j'en suis sûr. Bref, si des détails de la Constitution changent, nos deux pays sont clairement des démocraties au sens occidental du terme, et d'ailleurs, une alternance politique majeure a eu lieu en Corée en 2017. Du point de vue social, en Corée du Sud, un système de protection unique couvre la maladie, la maternité, les accidents du travail, le chômage, et en ce qui concerne les anciens, ils bénéficient d'une caisse unique de retraite. Encore une fois, le détail change, mais le principe général de solidarité sociale et de solidarité intergénérationnelle reste comparable. Les populations, le niveau d'industrialisation, les niveaux de vie ne sont pas radicalement différents, comme nous allons le voir. Parmi leurs grandes entreprises, nous avons tous en tête Hyundai Motors, Kia Motors, LG Chimie, LG Électronique et Samsung, excusez du peu. Le constat est donc clair, la Corée du Sud, sur bien des aspects, joue dans la même division que la France. Mais ces deux pays diffèrent par l'évolution de leur PIB par habitant et par l'évolution de leur population. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, alors nous allons pouvoir siffler enfin le coup d'envoi. Commençons par comparer la démographie de nos deux pays. La courbe rouge représente l'évolution de la population française, la verte celle de la Corée du Sud.
Le pointillé gris horizontal est un repère pour situer la valeur de 50 millions d'habitants. La Corée du Sud est donc un pays un peu moins peuplé que la France, avec 52 millions d'habitants contre 67 pour la France. La Corée a vécu une croissance démographique un peu plus rapide que la France depuis 1970, mais aujourd'hui nous assistons à un renversement de tendance. Bref, nous pouvons donc comparer ces deux puissances. Je ne suis pas en train de vous proposer d'assister au match France contre Liechtenstein, ni France contre République populaire de Chine. Mais en fait, ces courbes de croissance de la population, peu différentes de prime abord, cachent une différence essentielle de la démographie des deux pays. Le taux de fertilité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme. Je m'arrête 10 secondes ici pour rappeler que si les démographes représentent toujours la réalité à travers le nombre d'enfants par femme, la reproduction est autant la responsabilité des hommes que des femmes évidemment. Pour être clair, si je propose un nombre d'enfants par femme de 1, il va sans dire que j'incite nos concitoyens masculins à se limiter aussi à un enfant durant leur vie. L'évolution de la fertilité est très lente en France, pour ne pas dire inexistante. C'est la courbe rouge pleine. Le pointillé horizontal matérialise un taux de 2 et le vert un taux de 1 enfant par femme. La fertilité française oscille autour de 1,9 plus ou moins 0,1 depuis 1975, un des taux malheureusement les plus élevés d'Europe et du monde industrialisé. A l'inverse, la fertilité de la Corée, représentée par la courbe verte, a chuté de façon considérable et continue. Partant d'un taux voisin de celui d'un pays en cours de développement, 4,5 en 1970, la Corée a réalisé un effort considérable de maîtrise de sa natalité pour arriver dès 1983 en dessous de 2 enfants par femme. Depuis, la fertilité ne cesse de chuter pour atteindre 1,5 en 1998 et être le premier pays de cette importance à passer en dessous de 1 en 2019. La comparaison des courbes des deux pays est donc sans appel. L'un maîtrise sa démographie, la Corée, l'autre continue dans les affres de la surnatalité, inacceptable au regard des enjeux écologiques et sociaux actuels de la planète. Cela fait 40 ans que la Corée est en dessous de 2 enfants par femme et 20 ans en dessous de 1,5. D'après tous les arguments des économistes natalistes, l'économie de la Corée du Sud aurait dû s'effondrer depuis longtemps. Adieu Samsung, Hyundai, LG, Kia, voués à la faillite faute de marché intérieur. Eh bien, regardons les faits. Comme précédemment, la France est en rouge, la Corée du Sud en vert. Les courbes représentent le PIB des deux pays, ramené en US dollars constants pour s'affranchir notamment des conversions de monnaie. Mais les PIB des deux nations ne nous renseignent pas beaucoup sur ce qui nous permet de vivre, nous, individus citoyens. Ce qui nous intéresse, c'est le PIB par habitant, ce que représentent ces courbes. En effet, le PIB par habitant regroupe nos dépenses, mais aussi celles de l'État et de toutes les redistributions, les services gratuits pour les particuliers et autres. La part entre revenus et redistribution peut bien sûr varier d'un pays à l'autre, mais le PIB par habitant permet une excellente comparaison de notre pouvoir de vivre réel. Chacun comprendra aisément qu'à même PIB, on vit mieux avec moins de convives à se partager le gâteau, donc moins d'habitants. Étonnant, le pouvoir de vivre des Coréens ne s'est pas effondré. Bien au contraire, le pouvoir de vivre des Coréens s'est fortement amélioré par rapport à celui des Français, comme le montre le graphe. En effet, ici, nous traçons l'évolution du rapport entre les PIB par habitant des Coréens et des Français. En 1970, ce rapport était de 0,1. Les Coréens avaient un pouvoir de vivre 10 fois moindre que celui des Français. Aujourd'hui, le pouvoir de vivre des Français n'est plus que de 20% supérieur à celui des Coréens. Quelle remontada! Plus extraordinaire encore, le pouvoir de vivre des Coréens a commencé à rattraper celui des Français alors que le nombre d'enfants par femme passait en dessous de 2. Leur progrès social relatif a continué à croître bien après qu'il soit passé en dessous de 1,5 enfants par femme. Seule la crise du Covid, qui en 2019-2020 a frappé l'Asie un peu plus tôt que l'Europe,
semble avoir freiné un peu le rattrapage. Où voyez-vous un freinage de la croissance du PIB par habitant de la Corée en lien avec une chute de natalité? Au contraire, leur fertilité décroît et leur pouvoir d'achat croît régulièrement. Les chiffons rouges agités par les natalistes sont de la poudre aux yeux. La catastrophe n'a pas eu lieu, c'est l'inverse qui s'est produit. Et bien entendu, la Corée du Sud réalise un miracle en ayant un taux de chômage des jeunes juste 2 fois inférieur au nôtre. Normal, notre économie devrait présenter un taux de croissance phénoménal, probablement au moins 2%, pour offrir un emploi à tous les 750 000 jeunes arrivant tous les ans sur le marché du travail. Ce n'est pas possible, non seulement du point de vue économique, mais surtout du point de vue écologique. Un tel taux de croissance ne pourra être soutenu durablement sans altérer encore plus nos milieux naturels, nos ressources minérales, agricoles et aquatiques. Nous accélérerions encore le réchauffement climatique. Un taux de croissance de 2% aboutit juste à multiplier notre pression sur la planète et toutes les composantes de la biosphère d'un facteur 2 en 35 ans. Alors que nous devrions au contraire diminuer d'un facteur 2 ou 3 pour rétablir les équilibres écologiques fondamentaux. Alors oui, la population de la Corée du Sud vieillit plus vite que celle de la France. Les pyramides des âges de 2020 fournies par l'ONU le prouvent. Mais nous le savons tous, la population mondiale et la population des pays finira un jour par décroître, mais trop tard. Bienheureuse la Corée du Sud qui aura su s'adapter avant tout le monde. La France devra courir derrière la marche de l'histoire, et c'est bien dommage. La Corée du Sud aurait dû s'effondrer du fait de son vieillissement, prédisaient nos brillants natalistes. Et alors, où est le drame économique tant annoncé? Et surtout, où est le drame humain? Moins d'enfants, mieux formés et vivant plus heureux dans un pays où la densité de population totalement excessive aura bientôt chuté, où ils pourront se reconnecter avec la nature et bénéficier de services écosystémiques régénérés. Il existe des sorts moins enviables sur la planète. La jeunesse de la Corée est la première à s'engager résolument sur la voie de la sagesse. Bravo. À très bientôt à tous et merci.